Bonjour, Barev. Aujourd'hui, on va voir comment créer des effets spéciaux en utilisant le système de particules de Unity. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs types de particules et effets qu'on peut créer. Il existe une bibliothèque de particules que Unity nous fournit et on peut s'en servir et on peut modifier les propriétés pour faire des particules un peu plus personnalisées. Pour être capable de faire ça, il faut comprendre comment ça fonctionne, les différentes propriétés de ce système. Pour créer un système de particules, on peut commencer par Create Particle System et immédiatement, on a un élément de effets spéciaux qui apparaît dans la fenêtre hiérarchie. J'ai placé un petit cube à côté, tout simplement pour vous montrer les rapports de dimension, les effets qu'on va créer. Le cube étant 1 mètre par 1 mètre, on va voir c'est quoi la dimension des effets qu'on est en train de créer. Alors, lorsqu'on crée un système à partir de 0, il y a des éléments qui sont émis de façon continue. Ici, on a une fenêtre pour simuler et tester les effets qu'on est en train de créer pour ne pas être obligé de jouer l'animation à chaque coup. Alors, on peut faire Stop et en sélectionnant le système, on fait Simulate et ce système-là va émettre les particules comme qui a été configuré. On peut le mettre sur Stop. Un Particle System, c'est un objet 3D qui possède un transform. Alors, il possède sa position, rotation et le scale, ça ne va pas jouer ici. On va être capable de le modifier plutôt par les propriétés internes. À part ça, il y a un composant qui est ajouté. Et dans ce composant-là, c'est comme une fonction extrêmement volumineuse et gros avec des propriétés multiples. Qu'en modifiant ces propriétés-là, on peut avoir des effets différents. Alors, à partir d'un même système, de ce système-là, on pourrait passer à créer un feu, une explosion, un rayon de laser ou des météorites, et tout simplement en jouant avec les différentes propriétés de ce système. Maintenant, on va examiner les différentes propriétés de ce système. On va commencer par le simuler et on va regarder les différentes propriétés, comment modifier l'effet. Alors, duration, ça détermine le temps de chaque cycle de ce système-là. Si looping, ça détermine qu'une fois la durée est terminée, est-ce que le système va continuer à émettre des particules. Dans le cas, par exemple, d'explosion ou de feu d'artifice, alors qu'on veut que l'effet dure une seule fois et s'arrête, alors le looping doit être décoché. Ici, si on regarde de façon continue qu'est-ce qui arrive, pendant 5 secondes, il y a des éléments qui vont être émis. Et une fois la 5 secondes est terminée, alors il n'y a plus d'éléments. Les éléments y arrêtent. Tandis que le looping, ça va permettre que les éléments continuent d'être émis. Pre-warm, ça permet de créer toutes les particules avant l'activation de l'objet. Start Delay, ça permet de créer une attente avant que la particule commence à émettre les éléments. Par exemple, ça équivaut un peu à un Yield Wait for a Second pour créer un délai avant l'activation des éléments. Start Lifetime, ça détermine chaque élément va durer combien de temps sur la scène avant d'être détruit automatiquement. Alors ici c'est 5 secondes. Par exemple, si je le baissais à 1 seconde, chaque élément qui est émis va durer 1 seconde, ensuite il est détruit. Start Speed, ça détermine la vitesse avec laquelle les éléments vont être déplacés dans la scène. Alors en augmentant cet élément-là, ça va nous permettre que les éléments durent plus longtemps sur la scène avant qu'ils disparaissent. Ensuite, Start Size, ça va permettre de déterminer quelle est la grandeur de chaque élément qui est émis. Ici c'est 1, on pourrait le créer 10, et alors on a un élément. Les éléments sont beaucoup plus gros par rapport à ce qu'on avait au départ. Ici 2 par exemple, 2 fois plus grand, 4,
c'est ainsi de suite. Je le mettrai pour le moment à 1, à sa valeur par défaut. Start Rotation, dans le cas des éléments qui ont une texture et on veut que la texture tourne, on peut lui donner une rotation et les éléments vont tourner. Je vais vous montrer un exemple un peu plus tard. Dans ce cas-ci, les éléments sont ronds et uniformes, alors le faire tourner, ça ne nous apporterait absolument rien. Start Color, ça nous permet de déterminer quelle est la couleur de départ de ces éléments-là. Alors ici, par exemple, je pourrais décider que c'est un élément rouge, vert ou autre couleur. Mon chien m'appelle. Gravity Modifier, ça va permettre d'ajouter une force de gravité à notre objet. Alors, les éléments sont montés vers le haut avec la vitesse de départ et ensuite la gravité le fait descendre vers le bas. Pour voir un peu plus l'effet, il faudrait augmenter le temps que les particules durent, sinon ils disparaissent avant de tomber. Là, on peut voir qu'il monte et ensuite il descend vers le bas. Ensuite, Inherent Velocity, ça va permettre d'aller chercher la vitesse de leur parent et l'ajouter à la vitesse de cet élément-là. Je ne l'ai pas expérimenté vraiment, puis je n'ai pas vu d'exemple qui en parlait. Mais il faudrait le tester. Simulate Space, normalement les particules sont émises dans le monde. Alors si l'objet qui émet les particules ou les particules lui-même il se déplace, alors il laisse une traînée dans le monde. C'est-à-dire les particules restent à l'endroit qui sont créées, peu importe si l'objet se déplace ou pas. Si on veut qu'il suit l'objet, par exemple le feu d'une torche, alors on mettrait à local, fait que les particules sont émises toujours à l'endroit que l'objet va se trouver. Play on awake, c'est comme le son. Alors, si l'objet s'active, si cette case est cochée, les particules vont être émises immédiatement. Autrement, si on ne veut pas que les particules soient émises en même temps et on veut l'activer par programmation, on peut utiliser cette propriété-là. On peut aussi désactiver la particule et activer la particule. C'est cette façon que j'utilise le plus souvent. Max Particles, ça permet de déterminer le nombre maximum d'éléments qui vont se trouver sur la scène. Et on met Simulate. La propriété Emission, ça permet de déterminer le nombre d'éléments qui sont émis par cycle. Alors ici, on a 10 qui sont émis par cycle. Si je décochais le looping, on verrait mieux l'effet. Alors, j'arrête et je repars. Il y a 10 éléments qui sont émis et notre système arrête. Si j'en voulais plus, alors on aurait 100 éléments qui sont émis, puis le système arrête d'en émettre. On pourrait en mettre une seule aussi, et si on mettait en loop, on pourrait voir qu'il y a un élément qui est émis à la fois par cycle de ce système-là, et étant donné que c'est en loop, que ça continue à en mettre de façon continue. Pour la propriété Emission, on peut avoir une émission continue avec rate, ou on peut avoir des bursts, c'est-à-dire des éléments qui sont mis tout en même temps. Pour en créer, on peut ajouter plus, puis juste pour montrer l'exemple, je vais mettre le rate à continue à 0. Alors on va voir ici qu'il y a 30 éléments qui sont émis en même temps, et ils disparaissent après leur temps de vie qui est 2 secondes ici. C'est possible d'en avoir plusieurs. On pourrait décider à temps 0 on en met 30 et à temps 0.5 on en met 10. Alors on va avoir des éléments de 30 et 10 qui sont émis continuellement. C'est possible aussi d'avoir une combinaison des deux, c'est-à-dire il y a certains éléments qui sont mis
émis de façon continue. On en voit qui sont créés. Et il y en a d'autres qui sont créés par des bursts. Si je remets à la loupe et le rate à 10, alors ici on voit que chaque élément a la taille initiale égale et tous les éléments disparaissent exactement en même temps, c'est-à-dire à la hauteur maximale. Alors les paramètres ici peuvent être variables. Alors il y a des éléments qui peuvent avoir la durée de vie différente un par rapport à l'autre, la vitesse et la taille différente. Pour définir ça, on a une petite option ici qu'on peut aller choisir. On peut déterminer une courbe de mouvement, courbe de valeur. Pour commencer, je vais vous montrer tout simplement des valeurs différentes. Alors ça veut dire chaque élément va durer 0.1 ou jusqu'à 2 secondes. Et c'est de façon aléatoire que le système va choisir quel élément a quelle durée. Et ici, on voit qu'il y a des éléments qui disparaissent rapidement. Il y en a d'autres qui durent très longtemps. Ça permet d'avoir une variation. On peut faire la même chose pour la vitesse. On pourrait avoir une vitesse entre 1 et 4 par exemple. Alors, il y a des éléments qui bougent 1 et 10 même. Il y a des éléments qui bougent beaucoup plus lentement et il y en a d'autres qui se déplacent beaucoup plus rapidement. La taille, on peut faire la même chose. On peut commencer par des éléments très petits, 0 ou jusqu'à 1. Ici, par exemple, je pourrais choisir entre 0.5 et 4. On a maintenant des tailles différentes pour chaque élément. Les couleurs des éléments aussi peuvent être variables. On pourrait avoir un gradient ou on peut avoir une valeur aléatoire aussi. Alors on peut avoir des couleurs gris plus pâles ou moins pâles par rapport à un et l'autre. Et on peut avoir des transparences ajoutées à ces éléments-là aussi. Il y en a qui sont transparents beaucoup et il y en a qui sont transparents un peu moins. Le prochain élément qu'on va regarder, c'est la forme de l'émetteur. Alors, c'est le propriété shape qui définit cet élément-là. La valeur par défaut, c'est une cône avec un certain angle d'ouverture pour l'émission. Plus c'est étroit, alors les éléments vont rester dans cette zone-là. Plus l'angle est grand, alors les particules peuvent se déplacer plus loin. Le radius va déterminer la base, alors un point précis qui émet tous les éléments, ou on peut avoir une zone plus grande à partir de laquelle les éléments sont émis. Ici, on peut déterminer est-ce que les éléments sont émis à partir de la base, à partir de contours de la base. Si on va regarder à partir du haut, on voit qu'ils sont pas émis au milieu, mais seulement alentour. Et de la même façon, on peut déterminer par le volume, c'est-à-dire toute la surface de cette cône-là, qui va émettre les éléments, et où la forme de cette volume-là, toute la surface qui va nous permettre de voir, d'émettre les particules. Les autres formes possibles, on peut avoir sphere pour avoir une zone sphérique. On peut utiliser par exemple ce type-là pour simulation d'une explosion, tout ce qui part du milieu et il s'éloigne. Pour créer quelque chose de semblable, je pourrais décocher le loop, mettre des vitesses un peu plus grandes à tout. Ensuite, créer un burst, rien d'autre, de façon continue. Et on simule. Évidemment, en changeant la texture et les éléments, on pourrait créer un effet un peu plus intéressant. Les autres types, il y a hémisphère qui émet à partir d'une zone semi-sphérique, fait que lorsqu'une explosion apparaît à terre, alors
c'est intéressant d'avoir seulement ça. On n'a pas besoin d'envoyer les éléments par en dessous. On peut avoir box qui émet des éléments dans la direction Z seulement. Alors, pour élément tout droit, c'est pratique. Il existe le mesh, mais j'ai pas réussi d'avoir des résultats intéressants. Puis apparemment, il y a quelques bugs avec. On peut avoir cercle, alors ça peut émettre les éléments à partir d'une zone circulaire. Si on regarde ça de haut avec un rayon un peu plus grand, on peut voir c'est vraiment de façon circulaire que les éléments sont émis. On peut déterminer est-ce que c'est une arc complète ou partielle. Par exemple, bon, 118. Alors les éléments sont émis à partir de cet arc-là. On peut déterminer si on sont émis seulement à partir du contour de notre élément. On peut évidemment le tourner notre cercle. Étant donné que c'est un objet 3D, alors on peut le tourner en X. Avoir l'angle complète. Et avoir un effet semblable à ça.